Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler de la faction Utopie. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de l'Utopie, puis ensuite la présentation générale des figurines, l'explication des héros, des alchimistes, des troupes élites, des troupes de base, puis enfin on finira par la présentation de Liste Blitz. Dans le royaume d'Avalon, dans le cycle 1097, une rébellion éclate dans les murailles de Carcastel. 3 cycles plus tard, les familles quittent définitivement le royaume d'Avalon, enfin elles étaient sur des petites îles à côté, et elles partent et entreprennent un long voyage pour aller dans d'autres îles, et beaucoup plus loin, et là ils font la rencontre d'un peuple qu'ils ne connaissaient pas, qui sont les Bokors. Les anciennes familles avaloniennes se nomment désormais les Utopianes et sont emmenées par Irmao. Sur des îles un petit peu plus lointaines, ils découvrent des hommes qui se nourrissent d'algues bleues appelées Lantasmoisa. Ces hommes, qui n'ont plus beaucoup d'esprit, deviennent peu à peu des bêtes errantes et ils sont appelés les Pujlanars. Comme les Pujlanars vivent très longtemps, Irmao a une idée, il se dit que l'Antasmoisa peut être un remède en fait pour continuer à faire vivre très longtemps les greffons. Au fil des Sélènes, les Utopianes et les Bokors apprennent à vivre ensemble. Ainsi naît la faction Utopie. Irmao meurt à l'âge de 43 cycles, mais avant de mourir, il demande à ce que les Pujlanars puissent faire partir de l'Utopie. Puis une grande tempête se leva, faisant beaucoup de dégâts, cassant beaucoup de navires. Les Utopiens n'avaient pas le choix, ils devaient quitter les îles sur lesquelles ils étaient installés depuis quelques cycles. Et Dryan devint le chef de l'expédition, et les Utopianes, les Bokors et les Pujlanars quittèrent les petites îles, embarquèrent sur des navires, reprirent la route de la mer. Ils arrivèrent sur une grande île. À partir de là, ils explorèrent la grande île, et puis construisirent au fur et à mesure des villes, dont la fameuse Forteza. Au fur et à mesure, l'utopie se construisait, la société s'agrandissait, il y avait de plus en plus de monde et commençait en fait à naître des métiers avec les marins, les terriens, les skravos, les pujlanars, les bokors, les artéfaciers, les chasseurs de légendes. Chacun en fait avait sa place au sein de la société utopie. Au fil des recherches, les artéfaciers découvrirent des artefacts Nashti et ils construisirent des armes appelées les Kunturi et les Kunti. L'utopie se nourrissait de vieilles légendes, de sombres histoires, et plusieurs utopianes en fait voulaient revenir sur les terres de leur début, qui étaient évidemment très loin, qui n'avaient pas connu, mais qui étaient évoquées en fait dans toutes les légendes, et donc ils montèrent l'expédition, le grand retour, et le projet de partir avec plusieurs navires et de revenir sur les terres de leur départ. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de l'Utopie, je vous conseille évidemment de lire le livre, qui est vraiment une mine d'infos incroyable, avec plein d'histoires, avec vraiment tout en détail par rapport à tout ce que je peux vous expliquer, et qui est vraiment très résumé, évidemment. Donc là, vous aurez tout, la géographie, la situation politique, la situation géographique, tout le détail en fait des différents métiers que j'ai pu vous évoquer, etc. C'est vraiment un super livre à lire, que je ne peux que vous conseiller évidemment. Alors voilà la présentation générale de l'Utopie, ici avec les 4 héros, les 2 alchimistes. Ici on a les troupes de base, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 profils différents. Et ici les troupes élites où on a 1, 2, 3, 4 profils différents aussi. Voilà, on va commencer donc avec la présentation des héros. Donc on va commencer par Capitana Evan, qui a 11 points de vie, c'est ça, 6 et 4, 10 points de vie, donc 3 blancs, 4 jaunes et 3 rouges. Elle a 7 en esprit, 6 en réflexe, hein, c'est énorme, vous voyez le réflexe qu'elle peut avoir, 4 en combat, 11 en défense, elle a 4 PA, et ses déplacements c'est 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. Elle vaut 44 points. Donc c'est une taille 2, hein, toutes les figurines sont taille 2, mis à part d'ailleurs le chasseur de Lévatienne qui est taille 3. Ses compétences, c'est chef, avarie, Kunturi 4, 12, charge alchimique, elle en a 4 mètres Kunturi, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Au niveau de sa taille de démage de corps à corps, donc c'est 2, 2, 3, 3, 4, 4, et au niveau du tir, c'est 2, 3, 3, 3, 4, 5. Alors les compétences, chef. La première compétence chef, donc ça c'est une compétence que vous connaissez si vous jouez déjà à Alchemy depuis un petit bout de temps, parce que cette compétence est représentée dans pas mal de factions différentes, notamment Orlok, aussi bien Avalon pour Garland, Orlok avec Tecumseh, ou Liping par exemple pour la triade de Jade. Donc c'est une figurine qui avec cette compétence en fait possède une aura dont le rayon est égal à son esprit, donc c'est-à-dire toute figurine amie située dans cette aura pourra remplacer son esprit par celui du chef. Donc c'est-à-dire que par exemple une figurine qui se trouve, donc là elle a 7 en esprit, qui se trouve ici donc à moins de 7 pouces, pourra bénéficier de son 7 d'esprit si par exemple elle a 5 ou elle a 6. Notamment les Pujlanars
Par exemple l'homoncule ici qui a que 5. Donc c'est vrai que si lui, par exemple, il n'est pas très loin de Evan, il pourra bénéficier du 7 d'esprit au lieu d'avoir 5. Et en plus de ça, le chef, enfin la figurine qui a la compétence chef, peut toujours utiliser des dés blancs pour le jet d'initiative. Voilà, donc ça c'est la compétence chef. La compétence avarie. Donc ça c'est si Evan obtient un double 1 sur un jet de tir, elle perd immédiatement la compétence maître qu'une tuerie. Parce qu'elle a donc la compétence ici maître qu'une tuerie. Maître qu'une tuerie, donc ça veut dire une fois par tour, au cours de son activation ou en réaction, Evan peut effectuer gratuitement une action de tir avec un Kunturi. Donc elle est équipée, elle, de 2 Kunturi. Donc en totalité, elle peut effectuer 2 tirs par tour sans utiliser de charge alchimique. Bon, ça, je vais vous expliquer un petit peu. Et elle peut utiliser 2 charges alchimiques par tour au lieu d'une seule. Voilà. Ça, c'est c'est le maître Kunturi qui fait ça. Alors, on en vient justement au Kunturi. Donc, le Kunturi, c'est une valeur de tir de 4 et elle peut tirer jusqu'à une distance de 12 pouces. C'est le Kunturi 4-12. Voilà, ça c'est son arme de tir. Et elle a des charges alchimiques, elle en a 4. Donc, comme expliqué, en fait, elle peut faire 2 tirs par tour. C'est ça, je dis pas de bêtises, c'est ça, elle peut effectuer 2 tirs par tour sans utiliser de charge alchimique. Alors, bon, évidemment, ça à chaque fois, ça nécessite des PA. Gratuitement, elle peut faire un tir aussi grâce au maître Kunturi. Et c'est-à-dire que ça veut dire que ça lui permet de faire 2 tirs, donc un tir gratuit par exemple et un tir avec un PA. Et après, elle peut aussi dépenser 2 charges alchimiques supplémentaires grâce au maître Kunturi. Au lieu de, normalement, c'est une charge alchimique que vous pouvez utiliser avec les autres armes dont sont équipées par exemple les figurines de troupes de base, etc. Mais elle, grâce à son maître Kunturi, elle peut utiliser 2 charges alchimiques par tour au lieu d'une seule. Et donc dans ces cas-là, vous rayez en fait une charge alchimique et vous pouvez dépenser donc une charge alchimique par tour pour faire un tir supplémentaire normalement. Dans ces cas-là, la charge alchimique elle est détruite et après le tir, Evan perdra un point de vie. Donc elle prend un dôme. Évidemment, vous ne pouvez pas dépenser de charge alchimique s'il ne vous reste qu'un seul point de vie. Et donc, comme expliqué, comme elle a le maître Kunturi, elle peut utiliser 2 charges alchimiques par tour. Donc en tout, elle en a 4. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, en totalité, Evan est tout à fait capable de faire 4 tirs par tour, mais avec 3 PA, puisqu'il y a un PA, il y a un tir qui peut être utilisé gratuitement. Donc voilà, son rôle, évidemment, c'est un tireur. En plus, les dégâts au tir sont quand même plutôt pas mal. Voilà, bon, après, c'est pas une super distance, parce qu'elle peut tirer jusqu'à une distance de 12 pouces, mais c'est malgré tout très très efficace. Donc voilà un petit peu le rôle du Capitana Evan. Ensuite, on passe à Chunkey, homoncule maraudeur. Donc lui, il a 3 points de vie blancs et 4 jaunes et 4 rouges, donc il a 11 points de vie en tout. Il a 7 en esprit, 3 en réflexe, 5 en combat, 10 en défense. Il n'a que 3 PA, mais il ne coûte aussi que 36 points. Et ses valeurs de déplacement, c'est 4, 6, 10. Sa table de dommages, c'est 2, 3, 3, 4, 4, 5. C'est un taille 2. Il est effrayant 14 et il a drain d'énergie. Effrayant 14, c'est-à-dire que lorsque une figurine va venir au combat contre lui, ou lorsque lui va venir au combat contre une figurine, que ce soit un engagement, un tir, une charge, et bien c'est-à-dire que la figurine va devoir faire un jet d'esprit, donc c'est-à-dire lancer 2 dés de son état de santé plus son esprit, il va devoir faire 14. S'il n'arrive pas à faire au moins 14, la figurine sera effrayée, et c'est-à-dire que tant qu'elle sera en combat avec Chunkey, elle aura un des malus à tous ses jets, donc c'est-à-dire jet de réflexe, jet de combat, jet de réflexe, jet d'esprit, etc. quoi. Et en plus, ça peut être cumulatif, c'est-à-dire que s'il y a une autre figurine qui est effrayante, c'est-à-dire que si la figurine est effrayée aussi par une autre figurine, elle pourra avoir 2 dés malus. Par exemple, je sais pas, vous pouvez jouer aussi avec ici des nécromorphes ou avec les homoncules qui sont aussi effrayants. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez cumuler l'effrayant sur la figurine adverse. Et donc l'autre compétence qui est drain d'énergie, donc c'est lorsque Chunkey inflige des dommages, il peut choisir de réduire de 1 la caractéristique de la figurine touchée, donc l'esprit, le réflexe, le combat ou la défense, pour augmenter la sienne jusqu'à la fin du tour, de 1. Et si les dommages mettent la figurine hors de combat, c'est-à-dire que s'il tue la figurine, le gain de caractéristique est permanent pour Chunkey.
C'est-à-dire que si tu es une figurine adverse, bah, il augmente de 1 une de ses caractéristiques jusqu'à la fin de la partie. Une caractéristique ne peut pas être augmentée de plus de 2 points et le gain permanent d'une caractéristique est maximum de 1 point. C'est-à-dire que si vous tuez une figurine par exemple et que vous décidez d'augmenter l'esprit de votre figurine, ok, vous avez plus 1. Si par exemple vous blessez une figurine après, vous pouvez encore augmenter de plus 1 l'esprit, mais vous ne pouvez pas aller au-delà de 2 et le gain permanent sur une caractéristique c'est maximum 1. Donc voilà, c'est super intéressant. Évidemment, il a quand même pas mal de points de vie. Alors, il est facilement touchable parce qu'il a 10 en défense, mais c'est aussi un bon tapeur avec 5 en combat, une table de dommages plus qu'honnête. Le fait qu'il soit effrayant, c'est plutôt sympa. Donc voilà, il faut faire attention, c'est une figurine un peu fragile, mais tactiquement, c'est plutôt intéressant parce que vous allez pouvoir baisser les caractéristiques en fait, des figurines que vous allez toucher, et en contrepartie, vous allez pouvoir augmenter les vôtres. Donc il y a vraiment un truc assez tactique à jouer dans ce sens-là, c'est assez intéressant. On passe ensuite au héros Virato Servilano, l'officier de vaisseau. Donc lui, pareil, il a 11 points de vie, donc 4 blancs, 4 jaunes et 3 rouges. Il a 7 en esprit, 4 en réflexe, 5 en combat, 10 en défense. Il a 4 PA, ses valeurs de déplacement sont 4, 6, 10. Sa table de dommages, c'est 2, 2, 3, 3, 4, 4. Et au niveau des compétences, il a l'allonge, l'enchaînement et le commandement. Il vaut 45 points. Donc l'allonge, bah ça vous devez connaître, c'est-à-dire qu'il peut combattre à distance, il n'est pas obligé d'être au socle à socle, il peut combattre jusqu'à une distance de 1 pouce, donc ça c'est super intéressant si la figurine adverse n'a pas l'allonge, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir le frapper, mais en revanche vous ne pourrez pas être touché. Donc évidemment c'est un très gros avantage. En plus c'est combiné avec l'enchaînement, donc l'enchaînement, c'est-à-dire que si vous touchez, si vous réussissez à passer la défense, ben vous refaites en fait un jet de combat tout de suite et vous pouvez cumuler vraiment beaucoup de dégâts. Parce que si admettons, je sais pas, vous faites une double hache, vous faites 3 points et vous faites l'enchaînement derrière et vous faites une double épée, c'est-à-dire qu'en un seul PA, vous aurez fait par exemple 5 points de vie en moins. Donc combiné en plus avec l'allonge, si en l'occurrence l'adversaire n'a pas l'allonge, ben, c'est vraiment très intéressant parce que vous allez faire quand même pas mal de dégâts avec un PA, voire 2 PA en combattant les figurines ennemies. Et pour finir, la compétence commandement, donc c'est-à-dire qu'il peut utiliser cette compétence plusieurs fois par tour dans la limite de ses PA disponibles. Donc pour l'instant, au départ, il a toujours 4 PA. Donc lors de son activation, il peut transmettre un PA à une figurine ennemie, un non-héros et non Pugelanar, donc c'est-à-dire ni les homoncules ni les nécromorphes, à portée d'esprit, c'est-à-dire dans les 7 pouces autour de lui. La figurine dans ciblée dispose de ce PA pour effectuer immédiatement un tir ou une charge. Attention, ça peut être qu'un tir ou une charge. Cette compétence suit les règles normales de tir ou de charge et ne donne pas droit à un tir ou une charge supplémentaire. Voilà, c'est-à-dire que si la figurine a déjà chargé dans le tour, elle ne peut pas charger de façon supplémentaire. Ça limite les règles normales. Donc voilà, c'est un truc plutôt pas mal, parce que si, admettons, vous avez été avec Virato, vous avez chargé une figurine, vous l'avez tuée, mais qu'il vous reste encore 2 PA, et que malheureusement vous ne pouvez rien faire d'autre, ben vous pouvez toujours utiliser les 2 PA qui restent pour faire tirer ou pour faire charger des figurines qui se trouvent jusqu'à 7 pouces de vous. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est pas forcément utilisable dans tous les tours, dans toutes les situations, mais c'est un petit truc supplémentaire qui est vraiment intéressant à utiliser et qui est aussi très tactique. Et pour finir au niveau des héros, donc on passe à l'Eurofond Maître des Vagues. Donc lui, vous voyez, il a beaucoup moins de points de vie que les autres héros. Il a 2 blancs, 2 jaunes et 4 rouges, ça veut dire qu'il a 8 points de vie en tout. Par contre, il a 9 en esprit, il a 4 en réflexe, 3 en combat, 12 en défense, 4 PA, donc il a beaucoup de défense, vous voyez, 12. Ses valeurs de déplacement, c'est 4, 6, 10. Sa table de dommages, c'est 2, 2, 3, 3, 3, 4. Il est chef, alchimiste du cercle intérieur haut, chasseur de légende et contrôle des sources. Alors, il vaut 46 points. Alchimiste du cercle intérieur. Donc ça, qu'est-ce que c'est la différence avec l'alchimiste du cercle extérieur? C'est-à-dire que déjà, il peut récolter 6 éléments au lieu de 4. Ça, c'est la différence du alchimiste du cercle intérieur. Donc, c'est-à-dire que vous récoltez plus d'éléments, de composants si c'est votre essence. Par contre, si ce n'est pas votre essence, vous récoltez toujours que 2. Et en plus, vous bénéficiez d'un dé bonus pour les jets d'alchimie, contrairement aux alchimistes du cercle extérieur qui n'en bénéficient pas. Le chef, j'ai déjà expliqué, c'est la même compétence qu'a Evan.
Chasseur de légende, donc c'est tant qu'il est en état critique, c'est-à-dire en rouge, une figurine possède la compétence chasseur de légende et est considéré comme ayant la compétence sans peur, c'est-à-dire qu'il ne sera pas effrayé. Par exemple, s'il tombe contre une figurine, par exemple le Rétiaire chez Avalon, eh bien il ne sera pas effrayé, il est sans peur. Et en plus, pour chacun de ses jets, il peut choisir de remplacer l'un de ses dés rouges par un dé jaune. Donc vous voyez, ça c'est aussi intéressant, ça donne un petit truc intéressant. Un petit bonus vraiment sympa, quoi. Contrôle des sources, c'est-à-dire qu'au début de la partie, après l'étape de déploiement des figurines, vous pouvez intervertir la position d'un composant alchimique haut avec la position d'un composant alchimique d'un autre élément. Donc voilà, ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que si un élément, un composant qui n'est pas bien placé pour vous, ben vous pouvez l'intervertir avec celui de votre adversaire, et voilà, c'est un petit truc sympa. Et notamment, le Refond, il est alchimiste, donc qui dit alchimiste, dit aussi carte d'alchimie, et il a deux formules alchimiques. La première qui est harpon alchimique, 0, donc il n'a pas besoin d'être concentré pour lancer cette formule. Ça dépense 3 composants hauts, jusqu'à 8 pouces, la formule est automatique. Donc la formule cible une figurine alliée ou l'alchimiste lui-même, donc c'est-à-dire lui-même. La formule dure jusqu'à la fin du tour, la cible obtient la compétence perce armure, donc c'est-à-dire que pour en tir et en combat, c'est-à-dire qu'en fait les figurines qui sont coriaces, ça annule le coriace, ainsi que la compétence arme de tir suivante, harpon alchimique, 3 en tir et jusqu'à 8 pouces de distance. Et s'utilise la table de dommages suivante, 1, 2, 3, 3, 4, 4. Donc lorsqu'elle effectue une action de tir avec le harpon alchimique. Les améliorations, c'est 3 pour que le harpon devienne 4 en tir et 10 en portée, ou 3 pour une cible supplémentaire, ou 3 pour une cible supplémentaire à portée. Donc ça veut dire qu'en fait, cette formule, vous pouvez lancer sur une première figurine, vous pouvez, faire que le harpon devienne plus fort, donc ça veut dire 4 en tir et 10 en portée, enfin distance, et vous pouvez le faire en fait sur une cible supplémentaire à portée. Ça veut dire qu'il y a 2 figurines qui vont pouvoir avoir cette arme là. Donc ça c'est vraiment super intéressant contre les figurines qui sont coriaces, par exemple telles que le Colosse ou bien Berak chez Avalon. Vous allez annuler tout simplement le coriace, donc c'est vraiment super intéressant. Et puis les deux dommages sont quand même plutôt pas mal, 1, 2, 3, 3, 4, 4. La deuxième formule, donc c'est la vague déferlante, donc il faut être concentré 2 pour pouvoir le faire. Ça dépense 2 os, il n'y a pas de portée. Alors c'est une cible, donc à l'aide de 4 petits pions, vous allez placer sur le terrain une zone vague rectangulaire de 7 pouces par 2,5 pouces. Donc en fait c'est l'équivalent de 2 cartes de profil. La vague doit recouvrir entièrement le socle de la cible, donc c'est-à-dire qu'il va quand même réussir à falloir passer l'esprit adverse, donc sachant que le Refond a déjà 9 en esprit, et il faut être concentré 2, donc c'est-à-dire que vous allez être au moins... non, pardon, je dis des bêtises. Il va falloir, vous serez au moins concentré 2, donc vous allez lancer 2 dés, enfin 3 dés, puisqu'il est alchimiste du cercle intérieur. Vous allez lancer 3 dés de votre état de santé, auquel vous allez additionner votre esprit, et il faudra passer l'esprit adverse. Donc évidemment, plus vous êtes concentré, mieux c'est, et avec le dé bonus grâce à l'alchimiste intérieur, vous avez quand même pas mal de chances de pouvoir réussir cette formule. Évidemment, je vous conseille de lancer cette formule sur une figurine qui a le moins en esprit. Donc voilà, il faut que la vague doit recouvrir entièrement le socle de la cible initiale, et au moins partiellement le socle de l'alchimiste, donc votre figurine, donc de l'Eurofond. Toutes les figurines sur lesquelles l'alchimiste possède une ligne de vue et qui sont dans la zone, même partiellement, sont reculées de X pouces à l'opposé de l'alchimiste et subissent 2 dommages. X, c'est égal à la concentration de l'alchimiste, donc si par exemple vous êtes concentré 2, ils seront reculés de 2 pouces, et si par exemple, si vous êtes concentré 4, ils seront reculés de 4 pouces. Si une figurine quitte un combat, elle n'effectue pas de jet de désengagement. Si la figurine entre en contact avec un obstacle, elle s'arrête. Si cet obstacle est une figurine adverse, elle est placée au plus proche sans être au contact, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas au combat contre la figurine adverse. Au niveau des améliorations, donc c'est 2 pierres pour 1 pouce supplémentaire de recul ou 4 pierres pour un dommage supplémentaire. Alors je rappelle aussi la règle de l'alchimiste du cercle intérieur, vous pouvez dépenser jusqu'à 6 pierres au lieu de 4 pour un alchimiste du cercle extérieur. Donc là par exemple vous pouvez combiner aussi bien le pouce supplémentaire de recul et
le dommage supplémentaire avec 4 PA. C'est-à-dire que les figurines prendront 3 dommages au lieu de 2 dommages et pourront être reculées de, si par exemple vous êtes concentré 4, ils seront reculés de 5 pouces, grâce au pouce supplémentaire de recul. Alors voici maintenant la présentation des deux alchimistes. Donc on va commencer par l'apprenti de l'écume. Donc voilà, lui c'est un profil qui coûte pas très cher, 22 points, bon 2 PA, mais il n'est pas très cher. Il a 7 points de vie, donc 2 blancs, 2 jaunes et 3 rouges. Il a 7 en esprit, 3 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense. Il a 2 PA, sa valeur de déplacement c'est 4, 6, 10. Au niveau de sa table de dommages c'est 1, 1, 2, 2, 3, 4. C'est un alchimiste du cercle extérieur haut. Il a feinte et dévotion mythique. Alors la feinte en fait c'est-à-dire que lorsque vous choisissez une carte de combat et une fois que vous les réveillez, vous pouvez changer votre carte de combat par inactif. Par contre, ça ne peut pas être utilisé lors d'une charge. Voilà, ça c'est assez intéressant. Si par exemple une figurine en face de vous fait la parade, vous révélez vos cartes, hop, vous changez votre carte de combat contre inactif et ensuite ainsi vous avez fait dépenser un PA pour votre adversaire pour rien. La dévotion mythique. L'apprenti de l'écume peut utiliser la compétence garde sur les figurines alliées dotées de la compétence chasseur de légende. Donc par exemple, chasseur de légende, c'est l'hérophon qui est chasseur de légende, aussi bien le chasseur de Léviathan et aussi la chasseuse de méduses. Donc quand vous faites garde, le garde c'est une figurine dotée de cette compétence protège toute figurine ennemie qui se trouve à 2 pouces ou moins d'elle. Lorsque la figurine gardée est la cible d'un tir, d'une formule, d'une charge ou d'un engagement, le garde peut prendre sa place gratuitement. C'est-à-dire que vous allez changer en fait la place des deux figurines. Voilà, l'emplacement des deux figurines est échangé et aucun mouvement de réaction ou tir ne peut être joué par le garde. Cette compétence est sans essai si le garde est déjà en combat ou s'il est lui-même ciblé par la même action que la figurine qu'il garde. Son utilisation se déclare après que tous les effets d'une action ont été annoncés, par exemple les améliorations d'une formule. Voilà, donc il peut garder les figurines qui ont la compétence chasseur de légende. Je vais y arriver. Donc voilà, c'est assez intéressant, c'est un truc qui ne va pas forcément servir tout le temps, tout dépend avec qui vous allez être au niveau de la liste que vous allez utiliser, mais un truc qui peut être intéressant. Et l'apprenti de l'écume a une seule formule qui est Névoa, donc il ne faut pas être concentré, il faut être concentré 0, voilà. C'est 2 os, 6 pouces et la formule est automatique. Donc à l'aide de 4 petits pions, délimiter une zone de brouillard de la dimension d'une carte de profil. Au moins une partie de la zone doit se trouver à moins de 6 pouces de l'apprenti de l'écume. Cette zone ne bloque pas les mouvements. La zone bloque entièrement les lignes de vue pour les figurines qui sont à l'extérieur. Les figurines au moins partiellement à l'intérieur conservent leur ligne de vue habituelle, mais considèrent toutes leurs cibles comme furtives. La zone disparaît à la fin du tour. Alors, ça paraît peut-être un petit peu compliqué comme ça, mais voilà, je vais prendre le cas. Admettons, on va mettre une zone comme ça, une carte de profil, voilà. Et c'est-à-dire qu'une figurine qui va être dedans va se trouver dans le brouillard. Et donc une figurine qui est à l'extérieur ne voit pas la figurine qui est à l'intérieur de la névoie. Par contre, ici, cette figurine voit celle-ci, mais celle-ci est considérée comme furtive. C'est-à-dire qu'elle est si elle a plus de 4 pouces, je ne peux pas la charger. Par exemple, sauf si ici je suis assez proche, elle est furtive, mais je la vois, donc je peux la charger. Voilà, c'est un peu ça au niveau du truc. Et par exemple ici, cette figurine ne voit pas celle-là, puisque le brouillard en fait bloque entièrement les lignes de vue pour les figurines qui sont à l'extérieur. Donc voilà, c'est un truc assez intéressant. En plus, au niveau des améliorations, c'est 2 pierres pour que la zone reste en jeu un tour supplémentaire. C'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte qu'une zone comme ça reste pendant 3 tours. Vous lancez, vous dépensez 4 pierres et la zone peut rester 3 tours. Et par exemple, le tour d'après, vous pouvez relancer encore une autre zone, conjointe ou ailleurs. Donc vous voyez, c'est vraiment intéressant. C'est un petit truc vraiment qui est très tactique en fait à poser, parce que vous pouvez mettre vos figurines dedans et puis ça vous les protège un peu. Alors attention, hein, ça n'empêche pas aussi que les figurines adverses puissent venir en fait dans la zone. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Et voilà, c'est intéressant. Ensuite, on passe au sourcelier, donc qui lui a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Il a 8 en esprit, 3 en réflexe, 2 en combat, 10 en défense, 3 PA, 4, 6, 10 au niveau des valeurs de déplacement. Sa table de dommages c'est 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2. C'est un alchimiste du cercle extérieur haut. Il a la compétence vive haut. Alors,
Vivo, donc enfin déjà l'alchimiste coûte 31 points. Vivo, donc avant de lancer une formule, l'alchimiste peut dépenser un composant d'eau pour augmenter son niveau de concentration de 1. Donc ça c'est quand même assez intéressant, notamment pour la deuxième formule dont on va expliquer là, qui est fluidance. Donc il a deux formules. La première est l'apathie, donc il n'a pas besoin de concentrer, hein, c'est 0. Donc c'est contrairement à ce qui est marqué sur la carte, des fois c'est bien un composant eau. La formule se lance jusqu'à 10 pouces et c'est une cible. Donc il va falloir réussir à passer l'esprit adverse. La formule cible une figurine ennemie à portée. L'alchimiste choisit une carte d'attaque ou une botte. La cible ne peut plus jouer cette carte de combat. La formule prend fin lorsque la cible joue une carte d'attaque. Donc c'est-à-dire que par exemple, si admettons vous jouez contre la garde Cobra et vous avez des ombres en face, bah, vous décidez que la figurine ne pourra plus jouer des cartes de rapide. Ou bien si vous jouez contre des figurines qui ont l'expert brutal, vous décidez que la figurine ne pourra plus jouer d'attaque brutale. Donc ça c'est intéressant. Alors, attention, la formule prend fin lorsque la cible joue une carte d'attaque. Donc c'est un coup. Au niveau des améliorations, c'est donc 2 pour une cible supplémentaire à portée. Ça veut dire que vous allez pouvoir lancer cette formule jusqu'à 3 figurines maximum. Ou c'est 2 pour que l'effet dure jusqu'à la fin du tour où la cible joue une carte d'attaque. C'est-à-dire que vous allez lancer cette formule et par exemple, pendant tout un tour, la figurine en fait ne pourra pas jouer la carte que vous aurez enlevée entre guillemets. Donc c'est super intéressant quand vous tombez contre des figurines qui ont l'expert brutal ou bien les ombres par exemple qui jouent très souvent, voire quasiment tout le temps, des rapides. La deuxième formule, donc c'est fluidance, il faut être concentré 2. Donc je rappelle, hein, avec le truc vive eau, qu'on dépensez un composant eau et ça vous permet de déjà monter votre niveau de concentration de 1. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc c'est 2 eaux, 8 pouces, c'est une cible. Donc la formule cible une figurine ennemie à portée, la défense de la cible devient 9 et son combat devient 2. Donc ça déjà, vous voyez, c'est quand même super balèze. Si vous tombez contre des Calimans qui ont souvent une haute défense et puis des combats plutôt pas mal, déjà de baisser à 9 et 2, c'est vraiment super intéressant. De plus, la figurine effectue ses jets de couvert avec un démalus et ne peut bénéficier de la compétence furtif lorsqu'elle est la cible d'une charge, attention d'une charge simplement. Donc ça c'est encore super intéressant. La formule prend fin lorsque la cible est blessée ou lorsqu'elle vient d'effectuer un jet pour toucher en combat. Au niveau des améliorations, c'est 2 pour une cible supplémentaire à portée. Ça veut dire que vous allez pouvoir lancer cette formule jusqu'à 3 cibles en tout. Ou c'est 3, enfin c'est ou d'ailleurs parce que là vous pourrez améliorer que de 3, enfin que de 4 par contre, 4 pierres maximum, donc 3 pour que l'effet dure jusqu'à la fin du tour où la cible est blessée ou qu'elle a effectué un jet pour toucher au combat. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lancer cette formule sur une figurine et que la formule dure tout le tour, et dans ces cas-là elle aura 9 en défense et 2 en combat. Ou bien vous pouvez faire, comme je vous disais, entre 1 et 3 figurines supplémentaires qui ont 9 en défense et 2 en combat, mais la formule prendra fin lorsque la cible sera touchée ou si elle vient d'effectuer un jet pour toucher en combat. C'est-à-dire que la défense soit utilisée ou que le combat soit utilisé. Voilà, donc très intéressant, très porté entre guillemets tout ça sur l'attaque adverse. Alors on passe ensuite aux troupes élites. Donc voilà, il y a 4 profils différents. On commence avec l'homoncule. Donc lui il a 10 points de vie, donc 3 blancs, 4 jaunes et 3 rouges. Il a 5 en esprit, donc c'est un esprit très faible, 2 en réflexe, hein, il n'avait pas non plus beaucoup en réflexe, 5 en combat et 9 en défense, donc c'est pas une très haute défense. Il a 3 PA, il coûte 33 points. Ses valeurs de déplacement c'est 4, 6, 10. Sa table de dommage c'est 2, 3, 3, 4, 4, 5. Taille 2, effrayant 14 et ponction vitale. Alors l'effrayant, hein, je vous le rappelle, c'est-à-dire que lorsqu'il va être en combat contre une figurine, elle peut être effrayée, dans ces cas-là elle subira un des malus à tous ses jets tant qu'elle est en combat avec l'homoncule. Sachant que vous pouvez recruter 2 homoncules aussi. Et la ponction vitale, donc voilà c'est un petit peu sa compétence propre qui n'est pas visible sur d'autres profils. Lorsqu'un homoncule inflige un ou plusieurs dommages à une figurine ennemie par une attaque, il se soigne automatiquement d'un point de vie. Si une figurine ennemie est retirée du plateau, c'est-à-dire que si elle est tuée immédiatement suite aux dommages infligés par l'homoncule, il se soigne automatiquement de 3 points de vie à la place. Donc vous voyez, c'est super intéressant. À chaque fois qu'il va réussir
à blesser en fait une figurine, il va se soigner d'un point de vie, et s'il tue une figurine adverse, il se soigne de 3 points de vie. Donc il est fragile puisqu'il a que 9 de défense, mais aussi il peut au fur et à mesure de toucher, de blesser ou bien de tuer des figurines adverses, il peut se soigner. Donc c'est super intéressant. On passe ensuite ici au moucheur. Donc lui, il a 8 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes et 3 rouges, 7 en esprit, 3 en combat, 3 en réflexe, 10 en défense, il a 3 PA. Par contre l'avantage c'est que lui, il coûte pas cher du tout, il coûte que 28 points. Alors ses compétences c'est surchauffe, culturie 4-18, 3 charges alchimiques et les tireurs éméritent 1. Ses tables de dommages, donc en combat c'est 1, 2, 2, 3, 3, 3, et au niveau du tir c'est 2, 2, 3, 3, 4, 5. Alors lui, vous allez voir, c'est le super tireur. Alors, la compétence surchauffe, c'est si le jet de tir est égal ou supérieur à 14, le porteur subit un dommage. Alors attention, il a déjà 4 au niveau du tir, donc c'est par exemple si vous faites au moins 10 avec 2 dés, vous allez faire 14 au niveau du jet de tir, et vous subirez un dommage, vous prenez un dommage. Donc évidemment, c'est super intéressant par exemple de faire une double masse, vous allez faire 5 en dommage, mais vous prendrez un dommage en retour par exemple. Même si vous faites une masse et une hache, si vous êtes en blanc, ça veut dire que vous allez faire 10 et vous prendrez aussi un dommage. Mais vous ferez 4 dommages de l'autre côté au niveau du tir. Voilà, ça c'est la surchauffe. Ensuite, donc, son arme, c'est le Kulturi. Donc il peut tirer jusqu'à. Enfin, sa valeur de tir c'est 4 et il peut tirer jusqu'à 18 pouces. Donc c'est quand même assez loin. Donc les Kulturi sont des armes de tir qui peuvent être utilisées normalement une fois par tour. Voilà, donc il peut utiliser une fois par tour. Vous pouvez dépenser une charge alchimique, donc lui il en a 3 par tour, pour faire un tir supplémentaire normalement. Dans ce cas, la charge alchimique est détruite et le porteur subit un dommage après le tir. La figure ne peut pas dépenser des charges alchimiques s'il ne lui reste qu'un seul point de vie. Donc ça veut dire en fait, en gros, vous pouvez faire 2 tirs par tour avec le moucheur. Et le tireur émérite, donc c'est une figurine dotée de cette compétence, ignore les effets découverts, quelle que soit l'origine de sa dernier, si c'est furtif, si c'est décor, figurine, contact, enfin voilà. C'est-à-dire si une figurine se trouve derrière un décor à 1 pouce moins, il n'a pas de couvert, si la figurine est furtive, il n'y a pas de couvert, si la figurine est en combat, il n'y a pas de couvert. Elle peut utiliser cette compétence une fois par tour. L'utilisation de cette compétence est annoncée juste avant le jet de tir. Avant que vous déclariez le tir, vous devez dire si vous faites le tireur émérite ou non. Donc voilà, un profil de tireur vraiment intéressant. On continue ici avec la chasseuse de méduses. Donc elle a 9 points de vie, 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, 8 en esprit, 6 en réflexe, 4 en combat, 10 en défense. Elle a 3 PA. Valeur de déplacement c'est 4, 6, 10. Donc elle a l'allonge, expert rapide, chasseur de légende, frappe de la méduse. Au niveau, alors donc elle a 2 tables de dommages. La première, donc la table de dommages du combat, c'est 4, 1, 2, 2, 3, 4. Et là, la valeur du dessous, en fait, c'est, comment dire, c'est le poison, on va dire. Donc c'est 1, 1, 2, 2, 3, 3. Et vous voyez des petites têtes, en fait, des petites têtes de symboles de la faction Utopie, qui sont sur certains chiffres, je vais vous expliquer. Donc elle coûte déjà 39 points. Alors l'allonge, je ne vais pas revenir dessus, hein, c'est la même chose que Virato. Voilà, vous pouvez combattre en fait à distance, hein, ça vous donne un avantage si vous avez l'allonge et que votre adversaire ne possède pas cette compétence. L'expert rapide, donc une figurine dotée de cette compétence gagne un des bonus à son jet de combat lorsqu'elle choisit la carte rapide. Et évidemment, vous voyez, c'est très bien combiné avec le fait qu'en double épée, elle fasse 4. Donc vous avez forte chance en fait de choisir la carte rapide et de faire 4 en dommage. Mais aussi, à contrario, vous pouvez un petit peu bluffer, je dirais, votre adversaire, ne pas jouer forcément des rapides et jouer finalement une brutale et aller plutôt dans le 3 de dommage, voire 4 de dommage en double masse. Chasseur de légende, donc ça je l'ai déjà expliqué aussi pour l'Eurofond, c'est-à-dire que lorsqu'elle est en rouge, la figurine est considérée comme ayant la compétence sans peur et elle peut remplacer l'un de ces dés rouges par un des jaunes. Voilà. Et pour finir, frappe de la méduse, donc c'est-à-dire lorsqu'une figurine est blessée par la chasseuse de la méduse, elle est empoisonnée. Au début du tour suivant, juste avant l'initiative, on lance 2 dés blancs et la figurine subit les dommages indiqués sur la deuxième table de dommages, donc celle avec le symbole Utopie. La figurine reste empoisonnée si les dommages indiquent la tête d'Utopie. C'est-à-dire que dès qu'il y a une, soit en double épée, épée H ou double H, la figurine restera empoisonnée. Voilà, donc un profil super intéressant qui coûte 39 points, vraiment qui cumule pas mal de trucs, hein, avec notamment un très haut réflexe,
avec l'expert rapide, la longe, la frappe de la méduse, voilà, un profil d'élite, mais super intéressant. Et on finit par le chasseur de Léviathan. Donc voilà, lui il a aussi 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 3 rouges, 8 en esprit, 3 en réflexe, 6 en combat, 10 en défense, 3 PA, 4, 6, 10 au niveau des mouvements. Donc lui c'est une taille 3, il est grand. Corias 1, chasseur de légende, et bot, frappe de Léviathan. Sa table de dommage c'est 2, 3, 4, 4, 5, 6. Vous voyez, donc il est vraiment costaud. Il coûte aussi 39 points, c'est-à-dire le même nombre de points que la chasseuse de la méduse. Voilà, donc c'est vraiment deux profils complètement différents que vous pouvez jouer aussi l'un et l'autre dans une Mixed Blitz. Donc Corias, je reviens dessus, c'est assez connu, mais dès qu'il subit des dommages lors d'un jet de combat ou de tir, cette figurine dotée de ses compétences réduit de 1 la valeur de dommages infligée jusqu'à un minimum de 1. C'est-à-dire que si vous prenez 4 dommages, il n'en prendra que 3, mais si vous prenez un dommage, il prendra quand même un dommage, c'est toujours avec un minimum de 1. Voilà, cette compétence est sans effet sur les dommages infligés directement sans jet de dés. Bon, par exemple, dans le cas d'une formule alchimique ou bien des fois de certains effets de scénario, les effets Corias nous provenant de plusieurs formules alchimiques ne se cumulent pas. Chasseur de légende, j'ai déjà expliqué, et voilà, il peut devenir aussi sans peur grâce au chasseur de légende. Et donc lui, il a aussi une botte, voilà, c'est la carte de combat spéciale que vous pouvez jouer. Donc c'est considéré comme une carte d'attaque brutale. Alors au niveau du réflexe, vous aurez un des malus, et au niveau du combat, c'est un des bonus contre l'attaque rapide, et dommage, une colonne à droite. Et au niveau de la faculté spéciale de cette carte, la figurine effectue son jet de combat avec un des malus. Alors attention, hein, vous allez avoir un des malus. Si son jet est une réussite, elle lit les dommages infligés normalement dans le tableau de dommages. Par contre, vous faites perdre un PA à la figurine adverse. Donc ça peut être super intéressant au niveau tactique de faire perdre un PA à l'adversaire. Voilà donc pour les troupes élites. Voilà, là on passe aux troupes de base. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 profils différents qui peuvent être plus ou moins recrutés plusieurs fois. Voilà, on va y venir en fait au fur et à mesure. On va commencer ici par le flibustier. Donc lui il a 10 points de vie en tout, 3 blancs, 4 jaunes, 3 rouges. Il a 6 en esprit, 4 en réflexe, 4 en combat, 10 en défense, c'est un 2 PA. 4, 6, 10 au niveau des mouvements. Sa table de dommages c'est 2, 2, 3, 3, 4, 5. Il a l'enchaînement, l'abordage. Donc, et lui il peut être recruté 3 fois. Ça coûte 25 points chaque profil. L'enchaînement, donc je rappelle, hein, c'est-à-dire que si vous réussissez à passer la défense adverse lors d'un combat, vous refaites tout de suite un deuxième combat avec 2 dés simplement, vous n'avez pas de dés de bonus dans ces cas-là, et c'est décalé à gauche au niveau de la table de dommages. Donc ça veut dire qu'il potentiellement il peut faire, admettons si vous chargez et que vous faites une double masse et que derrière vous faites une double masse, vous pouvez infliger 9 points de vie en un seul PA. Et par exemple, si vous réussissez l'enchaînement aussi, vraiment, mais avec le minimum du minimum, vous pouvez faire 4 dommages. Voilà. Voilà un petit peu le truc. Vous pouvez faire entre 4 et 9 dommages avec un seul PA grâce à l'enchaînement. Bon, voilà, il y a des fois aussi l'enchaînement ne passera pas forcément, hein, parce qu'il faut réussir à blesser quand même lorsque vous faites l'enchaînement. Et sa compétence donc propre, qui est l'abordage, c'est lorsqu'il charge, la figurine gagne un des bonus au jet de réflexe. Lors d'un combat où la figurine ne charge pas, si elle obtient un dé bonus sur le jet de combat grâce à son choix de carte de combat, elle obtient également un dé bonus sur le jet de réflexe. C'est-à-dire que si par exemple vous faites une normale, enfin, je veux dire, si vous ne chargez pas, que vous êtes déjà au combat, vous faites une normale et votre adversaire fait une brutale, vous aurez un dé de bonus aussi pour le jet de réflexe. Voilà, c'est un petit truc intéressant. Donc voilà un profil vraiment intéressant qui est vraiment axé sur le combat. En plus, vous pouvez en recruter 3. Vous avez l'enchaînement, l'abordage, donc voilà, c'est vraiment plutôt pas mal. Alors, il coûte 25 points, c'est pas non plus, c'est un petit peu coûteux, mais c'est vraiment intéressant. On continue ici ensuite avec le matelot. Donc lui, il a 7 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes et 2 rouges. Alors, il coûte pas cher du tout, il coûte 16 points. Vous pouvez aussi en recruter 3. Donc 6 en esprit, 3 en réflexe, 3 en combat, 9 en défense, 2 PA, 4, 6, 10 au niveau des valeurs de déplacement. Il a qu'une tuerie, 2 en tir, 12 en tir, enfin en distance, une charge alchimique et le tir incontrôlé que je vais expliquer. Et au niveau des tables de dommages, donc au corps à corps c'est 1, 2, 2, 2, 3, 4. Et au niveau du tir c'est 2, 3, 2, 3, 3, 4. Et comme vous le voyez en plus il y a des petites étoiles sur la masse épée et sur la masse H, ce qui est le tir incontrôlé. Alors,
Déjà le Kunturi, donc c'est un tir de 2 jusqu'à une distance de 12. Donc vous pouvez tirer normalement une fois par tour. Et vous pouvez aussi dépenser une charge alchimique par tour pour faire un tir supplémentaire, sachant qu'il a de toute façon qu'une charge alchimique. Vous pourrez faire dans un tour un deuxième tir, mais c'est tout. Et si vous faites ce tir, vous subirez un dommage après le tir. Et vous ne pouvez pas faire la charge alchimique s'il ne vous reste qu'un seul point de vie, bien sûr. Et le tir incontrôlé, donc c'est vous résolvez un tir simultané gratuit sur la même cible et avec les mêmes bonus-malus que vous avez fait lors du premier tir. Le matelot subit un dommage après ce tir, même s'il ne lui reste qu'un seul point de vie. Donc là, vous voyez, contrairement en fait à la charge alchimique, ça peut vous faire tuer, vous faire mourir si vous faites ce truc-là. Vous ne pouvez avoir qu'un seul tir supplémentaire par période utilisée. Donc c'est-à-dire que lorsque vous faites un tir, et que si vous faites par exemple masse et épée au niveau du tir, bah, vous refaites un deuxième tir tout de suite en fait. Donc voilà, c'est un profil de tir, de tireur qui est vraiment intéressant, qui est quand même assez puissant. Alors évidemment vous n'avez que 2 en tir, donc d'essayer de tirer sur des défenses de 12 ça va être quand même assez compliqué. Il faut plutôt essayer de viser sur du 9 ou du 10 de défense pour que ça soit vraiment effectif. On continue ici avec le nécromorphe. Donc lui vous pouvez en recruter 2, il coûte 23 points. Il a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Il a 6 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 10 en défense, 2 PA, 4, 6, 10 au niveau des mouvements. Sa table de dommages c'est 1, 1, 2, 2, 3, 3. Il est effrayant 15, donc effrayant je vous rappelle comme on l'a vu par exemple pour l'homoncule ou Chunker, c'est-à-dire que lorsqu'une figurine va venir au combat contre vous, ou lorsque vous allez venir charger une figurine, il va devoir faire un jet de réflexe, un jet d'esprit, réussir à faire plus ou égal de 15, si ce n'est pas le cas, il aura un des malus à tous ses jets. Et la compétence propre en fait au nécromorphe, c'est toucher fileux. Donc lorsque le nécromorphe inflige des dommages à une figurine adverse au combat, celle-ci doit cocher tous les points de vie de la même couleur que la dernière qu'elle a coché. Donc vous voyez en fait vous faites 1, 1, 2, 2, 3, 3 au niveau des dommages. C'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, la figurine a 3 points de vie, 4 points de vie blancs, mais vous faites qu'un seul dommage, ben vous cochez quand même tous les points de vie blancs de la figurine. Alors, par exemple, lui, si vous tombez contre Berak, contre lui, Berak a tous les points de vie rouges. Si vous touchez Berak, ben vous tuez Berak d'un seul coup. Voilà, donc pareil, il peut être aussi très dangereux contre certains profils Walosi qui ont que des points de vie blancs et que des points de vie jaunes. Donc voilà, c'est un profil super intéressant, d'autant plus qu'il est aussi effrayant. Donc voilà, même si vous faites à la limite qu'un seul dommage, vous pouvez retirer quand même 3 points de vie d'un seul coup. Donc voilà, c'est un profil qui fait assez peur en fait généralement. Pas non plus ultra surpuissant je dirais, mais voilà, assez intéressant. On continue avec le gardien de Korra, donc lui c'est un profil qui coûte 19 points, vous pouvez en recruter 3 dans une liste, il a 8 points de vie, 3 blancs, 2 jaunes et 3 rouges, 7 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense, 2 PA, 4, 6, 10 au niveau du mouvement, il est sans peur, il a la longe et l'étranglement, la table de dommages c'est 1, 2, 2, 3, 3, 4, donc sans peur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas effrayé par les figurines effrayantes. La longe, donc ça ok vous connaissez déjà, c'est-à-dire que vous pouvez combattre à distance. Et l'étranglement, donc qui est sa compétence propre. Donc lorsque le gardien de Korra réussit un jet de combat lors d'une carte d'attaque, sans être au contact de la figurine ennemie, donc il faut qu'il soit en allonge, il peut choisir de l'étrangler à la place de lui infliger des dommages. Tant qu'elle est étranglée, la figurine ne peut pas se déplacer. Pendant son activation, la figurine ennemie peut effectuer des jets de réflexe en opposition avec le gardien en dépensant 1 PA pour chaque jet. Le gardien ne dépense pas de PA pour effectuer le jet de réflexe en opposition. L'étranglement prend fin dès que le gardien perd un de ses jets, ou s'il joue une carte de combat autre que inactif, ou si une des deux figurines est déplacée. Donc voilà, c'est super intéressant lorsque vous voulez bloquer en fait des figurines adverses. La figurine adverse devra dépenser des PA pour faire un jet de réflexe en opposition, ça sera gratuit pour le gardien, et il faudra qu'il réussisse le jet de réflexe en opposition pour pouvoir quitter le combat. Donc c'est vraiment une figurine qui enlise, c'est vraiment super intéressant. On continue ici avec l'Excavator. Donc lui vous pouvez aussi en jouer 3, chaque recrutement coûtera 19 points. Il a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, 6 en esprit, 2 en combat, 2 en réflexe, 3 en combat, 9 en défense, 2 PA, 4, 6, 10 en mouvement. Il a une Kamas et un County. Sa table de dommages c'est 1, 2, 2, 3, 3, 4. Alors là, on tombe sur des trucs un petit peu différents de tout ce qu'on a pu voir jusqu'alors. Donc la Kamas. Pour chacun des 4 éléments,
la Camas possède une réserve de marqueurs County, donc 4 eau, 3 air, 2 feu, 2 terre. Les réserves sont vides en début de partie. Au début de chaque tour, le porteur choisit un élément, donc soit l'eau, l'air, le feu ou la terre, et reçoit des marqueurs County pour compléter la réserve correspondante au maximum. Les County peuvent être utilisés lorsque la figurine réussit un jet de combat lors d'une attaque. Donc, lorsque vous réussissez un jet de combat lors d'une attaque, vous allez pouvoir utiliser le County. Lorsque la figurine réussit un jet pour toucher avec une arme à County, elle peut déposer un ou plusieurs marqueurs County de la réserve sur la cible. Lorsqu'un jet de dés est associé à une caractéristique de la cible, si elle possède des marqueurs County de l'élément correspondant, elle subit un malus par marqueur pour ce jet. Elle ne peut pas subir plus de 4 malus par jet et ses caractéristiques ne peuvent descendre en dessous de 0. Pour chaque malus subi, un marqueur County correspondant est défaussé. Alors, je vais expliquer un petit peu tout ça. Admettons que vous choisissez les marqueurs haut, les County haut, c'est-à-dire que lorsque l'excavateur va toucher une figurine, par exemple vous avez 4 marqueurs haut, vous allez pouvoir mettre tous les marqueurs que vous voulez, par exemple sur la figurine que vous allez toucher. Par exemple, là je parlais des marqueurs hauts, donc vous allez mettre 4 marqueurs hauts, et c'est-à-dire que pour le prochain jet de la figurine qui va utiliser en fait la caractéristique haut, donc c'est-à-dire les réflexes, ben, vous allez avoir -1. Donc par exemple si je dis n'importe quoi, une figurine qui a 5 en réflexe, vous lui mettez 4 marqueurs haut, ben, c'est-à-dire qu'il tombera à 1 pour son prochain jet de réflexe. Et évidemment, comme c'est indiqué, vous ne pouvez pas subir plus de 4 malus par jet. C'est-à-dire que si la figurine par contre n'a que 3 en réflexe, ben, vous ne pouvez pas lui faire, si vous lui mettez 4 marqueurs, il n'aura pas -1, il tombera à 0, ça ne peut pas tomber en dessous de 0, et vous pouvez pas mettre 4 malus en plus. C'est-à-dire que les trucs peuvent entre guillemets se combiner, c'est-à-dire que par exemple une figurine qui a 600 combats, je ne sais pas si vous le touchez, vous lui mettez 2 marqueurs feu au premier tour, un deuxième, un troisième, il ne peut pas avoir un malus de -4. Donc c'est super intéressant, vous pouvez faire tomber aussi bien l'esprit, le réflexe, le combat ou le tir ou la défense. Donc super intéressant. Je dirais que c'est assez sous-estimé en fait, on mesure pas bien en fait la portée de tout ça, mais c'est vraiment super intéressant tactiquement, quoi. Surtout par exemple vous allez pouvoir faire baisser les caractéristiques qui peuvent être hautes d'un héros ou un truc comme ça. Et on continue, on finit en fait par la Grand Power, donc qui elle, vous pouvez en recruter 2, elle coûte chacune 18 points, donc 8 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes, 3 rouges, elle a 6 en esprit, 3 en réflexe, 2 en combat, 9 en défense, 2 PA, 4, 6, 10 au niveau du mouvement. Elle a la compétence bon, le K grappin tire 3 et portée 8, le County. Au niveau du combat au corps à corps, c'est 1-1, 2-2, 2-3, et au niveau du tir, c'est 1-1, 2-2, 3-4. Alors, le bond, c'est-à-dire que le bond peut être utilisé pendant une marche, une charge ou une course pour sauter au-dessus de figurines ou d'obstacles de taille 3. C'est pas un mouvement supplémentaire, la longueur d'un bond ne peut pas être plus grande que la valeur de marche de la figurine. De plus, une figurine dotée de bond peut charger des figurines qu'elle ne voit pas au début de son mouvement. Elle ne peut pas finir ce mouvement sur un élément de décor inaccessible. Le K grappin, donc c'est 3 en tir et 8 de portée. Et donc de la même façon que pour l'escavator, pour chacun des 4 éléments, le K grappin possède une réserve de marqueurs County, 4 eau, 3 airs, 2 feux, 1 terre. Donc c'est vraiment le même principe que pour l'escavator, ce que je vais expliquer juste avant. Par contre, elle peut aussi l'utiliser soit en combat ou soit au tir. Mais c'est le même principe, vous allez faire baisser en fait les valeurs en fait des figurines adverses. Voilà, maintenant on passe aux listes Blitz. Donc on va commencer par la liste Blitz de départ. C'est lorsque vous commencez avec l'Utopie, généralement vous allez acquérir en fait la liste Blitz de départ, emmenée par Evan avec le Sourcelier, l'Homoncule, le Nécromorphe, un Gardien de Coran, un Flibustier. Voilà, en tout vous avez 6 figurines, 16 PA, 175 points de figurines. Voilà, c'est un truc, le truc classique. Cependant vous avez quand même une figurine à 4 PA, une figurine à 3 PA ici, une figurine à 3 PA. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses à faire, c'est assez équilibré.
Ça montre un petit peu le gameplay comme ça de l'Utopie. Vous commencez à voir aussi bien comment dire, les charges alchimiques avec Evan, les tirs, comment dire, lui avec son abordage, le gardien de corps avec l'étranglement, l'alchimie du sourcelier, voilà, et puis aussi les compétences du micromorphe et de l'homoncule. Voilà, une petite liste sympa à jouer qui marche bien, qui est assez efficace, polyvalente, vous pouvez faire pas mal de trucs avec. Voilà, donc là on arrive sur une liste plutôt à thème, la liste Pujlanar, emmenée par Shunkei avec 2 homoncules, 2 nécromorphes et le sourcelier. Donc vous avez 6 figurines, 16 PA, 179 points. Donc là vraiment voilà, c'est une liste Pujlanar. J'ai déjà joué cette liste là, c'est vraiment super intéressant parce qu'il y a vraiment plein de trucs à faire. C'est vraiment une liste tactique à jouer. Super intéressante, notamment avec les 2 homoncules qui vont pouvoir blesser et se soigner, soit d'1 point de vie quand ils vont blesser, ou soit de 3 points de vie lorsqu'ils vont tuer des figurines adverses. Vous avez quand même 5 figurines effrayantes, donc ça c'est super intéressant. Et en plus avec le sourcelier qui lui va pouvoir baisser les caractéristiques adverses avec la prudence, ou bien enlever des cartes de combat. Donc vraiment c'est une liste vraiment super intéressante tactiquement à jouer, et en plus une liste à thème. Pour ceux qui aiment jouer à thème, là c'est vraiment le super truc, quoi. Voilà, donc là une liste, je dirais la liste chasseur de légende, une liste aussi un petit peu à thème, emmenée par l'Eurofond, avec l'apprenti de l'écume, le chasseur de Léviathan, la chasseuse de méduses, un matelot et un grimpaor. Donc vous avez quand même 4 figurines en fait qui sont chasseurs de légende, et voilà, il y a une bonne combinaison, notamment pour l'apprenti de l'écume qui va pouvoir garder ces 3 figurines là. Et puis vous avez quand même 2 figurines élites qui sont vraiment super costauds, l'arpent alchimique avec l'Eurofond, voilà, et vous avez aussi 2 tireurs, voilà, soit avec la grimpaor et le matelot. Donc pas mal de trucs à faire, Là en tout vous avez aussi 6 figurines, 16 PA, et cette liste fait vraiment 180 points. Et là par contre vous avez, avec les 2 élites là, vraiment vous avez du costaud, quoi. C'est quand même une liste assez costaud, assez efficace. Et notamment aussi avec l'apprenti d'écume qui va pouvoir mettre la névoie, la zone de brouillard. Il y a vraiment pas mal de choses intéressantes à faire. Voilà une liste ici emmenée par Virato, donc une liste je dirais basée sur le nombre, avec 3 gardiens, 2 grimpaors, 2 escavaors. Donc vous avez en tout 8 figurines avec 18 PA, 176 points. Donc là par contre vous n'avez pas d'élite, vous avez Virato, voilà, le seul héros à 4 PA, sinon c'est que du 2 PA partout. Mais l'avantage c'est qu'avec la compétence commandement vous allez pouvoir aussi faire charger les autres figurines, ou bien les faire tirer par exemple. Donc voilà, il y a sans doute des trucs intéressants à faire. Alors vous manquerez un petit peu d'élite ou d'alchimie sur une liste comme ça, mais vous avez quand même malgré tout 8 figues. Voilà, donc il faut jouer, vous avez du nombre, il faut jouer en fait sur cet aspect là. Voilà, là une liste basée plutôt sur le tir, emmenée par Evan, avec l'apprenti de l'écume, 3 matelots, 1 moucheur et 2 grimpaors. Donc là en tout vous avez quand même 7 figurines qui vont pouvoir tirer. En tout vous avez 8 figurines, mais dont 7 figurines, parce que l'apprenti de l'écume ne tire pas. Donc 7 figurines qui vont pouvoir tirer, vous avez 19 PA, 178 points. Le côté intéressant c'est aussi d'utiliser l'apprenti de l'écume pour mettre en fait des névoies et pouvoir planquer vos tireurs dedans et pouvoir déferler toutes vos salles de tir. Donc voilà, il y a des trucs super intéressants à faire. Par contre voilà, vous n'avez pas vraiment de figurines super costauds en termes de défense ou quoi que ce soit. Vous avez entre guillemets qu'une élite, c'est le moucheur qui a 3 PA, et évidemment Evan aussi qui a 4 PA. Voilà, mais il y a sans doute des choses super intéressantes à faire aussi de ce côté-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie de jouer l'Utopie et de découvrir aussi son histoire. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!